Bonjour à tous, moi je suis très content d'être là. Ça fait plaisir de reparler à des développeurs, même en virtuel, et la plateforme est vraiment sympa. Donc je vais commencer donc je vais vous parler de développer sur le cloud pour le cloud, mais avant je me présente rapidement. Donc je suis Tug Dual. Euh, Tug Dual, c'est un prénom breton et on m'appelle Tug ou Tug, pas très important la façon dont ça se prononce. Et si vous regardez mon petit CV que j'ai mis là, j'ai travaillé pratiquement toujours chez des éditeurs de logiciels avec différents rôles, que ce soit développeur, product manager, développeur relation, soit sur la base de données, soit sur des outils de développement. GitHub et Red Hat, on va dire autour des outils de développement. Chez Oracle, j'étais sur middleware Java en tant que développeur sur la plateforme J2E avant de passer au product management. Et sinon, le reste du temps, ça a été pas mal de bases de données et de big data. Je développe toujours. À titre perso, j'ai un site que je développe et que je mets à jour tout le temps pour apprendre, tester des nouvelles technologies ou des nouvelles architectures. Mais mon rôle aujourd'hui chez GitHub, en fait, c'est de rencontrer des développeurs lors d'événements comme ça, mais aussi de travailler en tant que solution engineer. Alors, ce qu'on appelle un solution engineer, c'est un ingénieur avant-vente, c'est-à-dire qu'on travaille avec l'équipe sales pour mettre en place, vendre et adopter la partie technique sur GitHub Enterprise. Donc, j'interagis beaucoup avec des prospects pour GitHub Enterprise ou des clients utilisateurs de GitHub. Et le rôle de GitHub, alors je pense qu'en tant que développeur, vous y accédez fréquemment, vous l'utilisez peut-être beaucoup, mais c'est de travailler sur essayer d'améliorer la productivité, la vélocité des développeurs. Le but, c'est de mettre en place une plateforme, des outils qui vont permettre de développer plus rapidement et de mettre en production plus rapidement en gardant une qualité du code, de l'application qui doit être sécurisée en termes de code que vous écrivez et que vous intégrez. Donc, je vais vous montrer justement des choses autour du DevSecOps, autour du DevOps avec de la sécurité à l'intérieur. Et faire ça dans un environnement où le développeur est heureux de travailler. On parlait ce matin, je ne sais pas si ce midi vous étiez sur la brique et cloud, je ne sais plus comment ça s'appelle, le petit événement organisé par Horatio et les autres experts du cloud, mais en fait, moi j'ai insisté sur le fait que quelquefois on oublie de mesurer un développeur, ça coûte cher, un développeur c'est ce qu'il produit, donc il faut vérifier que sa productivité est la bonne et qu'il est heureux de travailler avec des outils qui sont mis à sa disposition. Et l'idée de GitHub, ça va être on développe sur le cloud pour le cloud, de plus en plus d'applications utilisent des services cloud et vous pouvez avec GitHub mettre tout sur github.com, votre source code, votre intégration continue et aussi déployer dans différents environnements. Et GitHub vous fournit la solution clé en main avec tous les services, que ce soit la partie gestionnaire de source code, comme vous vous en doutez, mais également la partie collaboration sur le code, la partie issue manager et project manager, intégration continue, déploiement continu, mais avec un point important qui est aussi de s'intégrer avec le reste du monde. Si vous faites du Jira d'un côté pour votre gestionnaire de projet, vos dashboards, du Jenkins ou du Circle CI pour faire l'intégration continue, il n'y a aucun souci pour que ça fonctionne bien comme ça. Moi, aujourd'hui, évidemment, je vais vous montrer tout dans le contexte de GitHub. C'est-à-dire que je vais utiliser GitHub pour stocker mon source code, pour éditer le code, pour faire l'intégration continue, pour faire le déploiement et pour sécuriser mon code. Et je vais déployer dans un serveur Kubernetes. Juste pour ceux qui connaissent pas, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir savoir aussi comment, moi, sur quoi je suis reconnu financièrement. C'est-à-dire que mon métier est d'apprendre et de comprendre la technologie, d'aider les utilisateurs, mais également de vendre le produit Enterprise de GitHub. Et en fait, GitHub fournit, en dehors de ce que vous avez gratuitement ou avec des plans pour les petites équipes, fournit des versions Enterprise pour les plus grosses entreprises ou qui ont des plus grandes contraintes de sécurité, de nombre d'équipes, etc. Et GitHub, vous pouvez l'utiliser de deux façons et de façon hybride, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser la version cloud que vous connaissez, mais vous avez également la possibilité de l'installer localement. Donc ça, il faut garder en tête que la plupart des choses que je vais vous montrer, à part la partie Code Spaces, justement, est disponible en prémisse aussi. L'idée maintenant, c'est je fonce, je vous montre la démo et l'histoire, c'est j'ai une toute petite application très basique en Node.js
express et je suis amené dans mon équipe à devoir loguer un bug, loguer une nouvelle fonctionnalité, fixer le bug et la déployer. Donc, j'utilise GitHub sur le cloud. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une issue. Alors, vous connaissez issue ici, vous voyez. Mais j'ai une autre façon de le faire, c'est qu'on a travaillé sur une nouvelle version qui est en bêta. C'est-à-dire que si je vais ici sur la partie Project Beta, vous avez une vue différente. Vous n'avez peut-être pas encore vue ou activée chez vous. Vous pouvez rejoindre. Donc, vous voyez, c'est bien un bêta qui va vous permettre de créer, par exemple, add route for users. Donc, je peux créer un backlog très rapidement sans associer ça à un repository dans GitHub. Donc, c'est la réunion de tous mes repositories ou de un ou plusieurs repositories au sein de mon gestionnaire de tâches, mon gestionnaire d'items. Et là, je vais pouvoir affecter ça, convertir ça sous forme d'issue en disant c'est dans ce projet-là, je veux que TubeDual contribue sur ce projet, ça va passer en to-do et c'est un bug et ça va être également quelque chose qui est facile à traiter. Donc, vous voyez, je me retrouve avec une issue qui a été créée. L'avantage de cette nouvelle vue, en fait, c'est que vous allez avoir plusieurs façons de naviguer, créer des champs qui vous sont spécifiques, rajouter des champs sur vos issues qui sont spécifiques pour vous permettre d'organiser le contenu, et par exemple, réunir ça par l'écosystème que ça traite. Je vais faire grouper par tout ce qui est, toutes les issues qui reportent la doc, la Java, la documentation qui n'ont pas été mis, comme celui-là n'a pas encore été mis quelque part. L'issue que je viens de créer, elle est dans nos écosystèmes. Et vous connaissez peut-être dans la version actuelle, qui existe depuis plusieurs années, de la gestion de projet, vous avez également les workflows pour automatiser lorsque vous allez loguer une issue ou travailler sur l'issue, faire un commit et un push qui va fermer l'issue ou une pull request, automatiquement avoir le workflow pour faire évoluer votre issue tracker. L'idée étant, en tant que développeur, j'ai juste besoin de connaître le numéro de l'issue sur laquelle je vais travailler. Je fais mon cycle de développement, mon workflow, pull request, etc., sans avoir besoin d'aller voir ce qui se passe dans le dashboard qui est plutôt géré par le responsable du projet. Quand je vais travailler dans les issues, vous connaissez probablement cette partie-là. Donc, j'ai la personne qui va travailler dessus, les libellés, le dashboard. Ce que je veux, c'est définir rapidement les tâches que je vais avoir à faire dessus. Donc, je veux rajouter en utilisant du Markdown, du Fine Scope. Je raconte des choses pas très intéressantes ici, c'est juste que je vais vous montrer un petit truc qui est nouveau. Donc, une fois que j'ai fini, alors je peux faire du drag and drop pour mettre des screenshots, des vidéos, etc. Mais ce qui est intéressant, en plus des checkbox, maintenant on a quelque chose de nouveau qui permet de transformer une checkbox sous forme d'issue pour pouvoir gérer plus de complexité au niveau du travail et le lien entre les issues. On voit ici que l'issue numéro 106 dépend de l'issue numéro 105 et quand toutes les issues seront fermées, ça va clore la partie principale. Donc, maintenant, je suis prêt à travailler en tant que développeur. Quand vous travaillez en tant que développeur, vous avez pris le bug qui vous intéresse, l'issue qui vous intéresse et vous avez à récupérer le code. Alors, si vous êtes déjà un contributeur sur le projet, vous faites le clone, vous rafraîchissez, vous commencez à coder. Sinon, il faut faire le clone par ce biais-là. Donc, vous allez récupérer le projet soit en utilisant les lignes de commande, en utilisant Git ou GitHub CI, ou un client riche. Alors, il y a un GitHub Desktop qui est vraiment pas mal, en fait, qui permet de naviguer dans les branches, naviguer dans vos différents projets et avec un lien avec VS Code ou votre Finder, donc qui permet d'avoir une intégration un peu plus visuelle des projets que vous manipulez sur GitHub. Mais moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pouvoir commencer à déployer, à écrire du code, travailler sur son projet sans même avoir installé quoi que ce soit sur son poste et avoir déjà un environnement de développement complet. Donc, pour ça, si votre compte a activé la partie Codespaces, vous allez voir ici la partie Codespaces. Donc, je vais créer un nouvel espace de travail. Alors, ce que je vais faire, je vais effacer celui-là pour bien vous montrer que je pars de zéro. Pour voir le temps que ça prend pour démarrer quelque chose. Donc, je vais sur Codespaces, je fais nouvel espace, Codespaces. Je choisis ma machine et en fait,
je suis facturé à la minute sur la machine qui est utilisée sur le cloud. Et là, en fait, ça va créer un environnement de développement. Alors, ce qu'il faut voir l'environnement de développement comme deux choses. Il y a l'éditeur de texte, donc l'IDE dans lequel vous allez avoir les plugins, la récupération du code, et avec lequel vous allez interagir. Et après, il y a la partie qui est le runtime que vous allez utiliser pour compiler du code, builder du code, reconnaître les langages, etc. En fait, CodeSpaces utilise VS Code comme partie visuelle, VS Code soit sur votre poste de travail ou dans un navigateur. Ici, je suis dans un navigateur et vous voyez, ça ressemble à du VS Code avec les mêmes raccourcis que vous connaissez. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a en bas, là, dans le terminal. Donc, vous voyez, j'ai un terminal ici. Je suis dans un système d'exploitation qui tourne quelque part sur le cloud GitHub. Si je regarde la machine que c'est, en fait, je suis dans un Linux de type CodeSpaces qui tourne sur le cloud Azure. Et en fait, c'est un environnement qui a été créé par le biais de CodeSpaces pour me donner toutes les options pour pouvoir construire et développer mon application. C'est-à-dire qu'ici, par défaut, si je fais un node-version, j'ai un node 16 qui est installé dans ce container. Et en fait, c'est géré par la configuration du dev container. C'est-à-dire que dans mon référentiel, dans ce projet-là, j'ai choisi de préconfigurer, d'installer un environnement de développement et de dire sur ce repository-là, si quelqu'un vient contribuer, s'il veut contribuer dans mon équipe ou quelqu'un qui a un freelance qui vient travailler avec moi, ben, j'ai tout défini pour voilà la version que ça va utiliser. Ça va utiliser un conteneur Node.js qui vient des conteneurs VS Code Dev Container et qui va contenir différentes informations. Donc, quels sont les plugins que je vais activer par défaut, quelles sont les commandes que je vais lancer quand je vais l'utiliser, et on peut même démarrer plusieurs fichiers pour pouvoir utiliser un Docker Compose ou des choses comme ça pour pouvoir avoir un environnement de développement encore plus riche. Donc là, ça permet un point un petit peu comme quand vous travaillez avec Docker, ça tourne sur ma machine, ça tourne en prod, ou alors ça tournait sur ma machine, ça tourne pas en prod. L'idée étant un peu la même, c'est de se dire, un développeur qui rejoint un projet, on peut très rapidement commencer à travailler sans avoir rien à installer puisque tout va fonctionner de la même façon dans ce container-là. Si je commence à éditer du code, alors je reviendrai sur un autre exemple, je prendrai Quarkus pour montrer un projet open source sur lequel on peut contribuer. Donc si je vais sur du code, je vais prendre ma route. Et vous voyez là, je vais rajouter juste un commentaire. Je rajoute un commentaire, je sauve. Là, je suis dans mon navigateur, j'édite le code dans mon navigateur. De temps en temps, en fait, on va se retrouver, en tout cas moi le premier, à faire une mauvaise touche, fermer mon onglet, etc. Si c'est pour faire une toute petite contribution, comme écrire de la doc, etc., je peux rester là-dedans. Si par contre, j'ai envie de travailler dans mon environnement de développement quotidien, c'est-à-dire VS Code en local, je peux également. Vous avez juste à avoir installé VS Code chez vous et l'extension pour CodeSpaces. Et là, au lieu de travailler dans mon navigateur, je vais lui dire « Ouvre VS Code ». Donc, ça va ouvrir VS Code sur ma machine et ça va utiliser une URI, c'est-à-dire que ça va se connecter à CodeSpaces sur GitHub. Vous voyez, ça prend un certain temps pour se connecter. Remonter l'environnement de développement et je me retrouve sur la même session entre guillemets. Généralement, on va travailler soit à l'un, soit avec l'autre. Pour la démonstration, je vous montre les deux. Si je retourne sur mon code ici, si je vais sur le code que j'ai modifié, alors vous voyez bien que j'ai les mêmes raccourcis que sur le serveur, sur la partie web ou sur la partie riche. Mon commentaire a été rajouté. Et si je sauve, c'est sauvé également. Donc, je suis bien dans le même environnement. La question suivante, c'est comment je fais pour tester? Comment je fais? Est-ce que je peux tester mon application? Alors, je vous ai dit que c'était une application très simple. Si je vais dans mon terminal ici, donc j'ai les mêmes raccourcis, View Terminal. Et si je fais un npm test, donc déjà je vais tester la chose, ça fonctionne.
Déjà, vous voyez que je n'ai pas eu besoin de faire npm install, je suis parti de zéro. Alors, pourquoi je n'ai pas besoin de faire npm install? C'est parce qu'il a été fait pour moi quand je lui ai demandé de faire npm install. C'est-à-dire que dans cette commande, vous voyez ici, après avoir créé l'environnement de développement, fais un npm install. Ça, c'est pour gagner du temps et préparer mon environnement et garder entre deux sessions le cache. C'est un peu comme du live share pour répondre à Mathieu. Oui, on peut partager, mais c'est pas le but aujourd'hui. Ça va passer par live share pour partager le même environnement. Aujourd'hui, tu es dans un environnement personnel. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu remontes comme question. C'est-à-dire que si j'essaye d'y accéder, c'est-à-dire par erreur, j'ai laissé traîner une URL quelque part. Si j'essaye d'y accéder, bien entendu, c'est sécurisé. Et on va vous demander de vous authentifier. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le droit, et comme ça, c'est attaché à mon utilisateur, je vais être le seul à pouvoir y accéder. Donc, ce qui se passe, c'est que vous voyez que je partage le code, je partage le même. Alors, quand je dis je partage, j'édite du code qui est sur du serveur dans un environnement qui s'exécute sur le serveur. Le langage serveur est sur le serveur également. J'ai également profité du fait que je sois dans VS Code pour activer Copilot sur ce projet, juste pour vous le montrer si vous avez déjà utilisé, regardé. Donc, Copilot, en fait, c'est quelque chose qui est en Tech Preview. Vous pouvez vous inscrire. L'idée, c'est d'utiliser les librairies, ce qu'on trouve dans GitHub en open source. Ça a été analysé par des différents logiciels et algo d'intelligence artificielle pour essayer de faire de la complétion pour vous aider à développer. L'idée n'est pas de développer une application avec 3 commentaires en disant « développe-moi un système d'enregistrement pour un CFP pour la conférence », mais plus essayer, en pensant en tout cas un petit peu comme ça, de dire ce que je vais faire, c'est que je vais effectivement créer des choses. Alors, je vais juste ici, par exemple, create a route that returns all users. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez là le commentaire qu'il m'a mis. Donc, déjà, il sait ce que c'est qu'une route et il sait que je suis dans un projet express. C'est-à-dire qu'en fonction du langage et des frameworks que vous allez utiliser, Copilot va analyser le type de programme que vous êtes en train d'écrire, va analyser les technologies que vous utilisez et que la plupart du temps, quand on va demander une route, dans Express, ça va se ressembler à ça. Donc, si je rajoute ça, je continue d'écrire, je vais fermer ça. Vous voyez, je suis tellement habitué à utiliser Copilot maintenant que je ne sais plus écrire du code. Hop. Ah là là, c'est l'heure de la sieste. Alors, là, si je travaillais, je pourrais dire get users from DB. Il va me proposer des choses en fonction de ce que j'ai écrit ici. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une liste parce que j'ai pas créé, mais vous pourriez utiliser à partir de MongoDB ou des requêtes SQL en fonction des commentaires, ça va vous assister. Mais là, ce que je peux faire, c'est create a list of users with first name, last name, email, last name, email and password. Là, il va me créer une liste. Donc, toujours pareil, c'est de la complexion. Donc, je tape tab. Il me propose des champs. Donc, il essaye de comprendre, en fait, ce que je suis en train de faire. Hop. Et il peut en rajouter un deuxième, etc. Donc, vous voyez, le principe, c'est j'utilise l'intelligence artificielle pour faire de la complétion. Et là, je vais faire return users. Et return user, dans le contexte d'une requête HTTP, c'est j'utilise la response et je renvoie les users en JSON. Donc, l'idée de Copilot, c'est de vous aider à écrire ce genre de choses, écrire ce genre de fonctions. Si, par exemple, je pourrais écrire function to count number of day between to date. Et je ne dois pas être le seul à utiliser ça comme un exemple. Et en fait, ça va vous proposer des choses pour tester comme ça. Donc, l'idée est de vous accompagner, pareil quand vous voulez écrire des tests, etc. Donc là, j'ai utilisé Copilot juste pour vous montrer le principe. Alors, pourquoi je l'ai utilisé dans du JavaScript? C'est parce que moi, je viens principalement du monde Java, mais aujourd'hui, si on regarde les langages supportés, c'est Python, JavaScript, TypeScript, Go.
Python, JavaScript, TypeScript, Ruby et Go. Donc, ça va venir avec les autres langages au fur et à mesure. Donc, si je reviens sur mon projet, donc là, je suis dans la partie web et dans la partie locale en même temps. L'étape suivante, c'est de tester. Alors, j'ai oublié quelque chose d'ailleurs, c'est qu'en fait, je dois travailler sur mon issue. Alors, j'ai le plugin. Par défaut, dans Codespaces, vous allez avoir d'installer Git et GitHub qui sont installés, les extensions Git et GitHub. Donc là, je vois, par exemple, quand je vais sur l'extension Git, je vais pouvoir aller travailler sur Start Working on the Issue. En fait, quand je fais ça, je ne sais pas si vous utilisez ce plugin, en fait, ça crée une branche. Si je regarde ici, j'ai changé de branche, je suis sur l'issue numéro 105, issue numéro 105, et je peux évidemment renommer une branche, etc. Donc, je suis sur ma branche de développement, sur ma feature branche. Avant de committer, ce que je vais faire, c'est que je vais tester. Alors, mes tests ne font rien, donc ils passent tous, c'est top, ouais, il n'y en a qu'un. Par contre, ce qui m'intéresse plus, c'est je veux tester la web app. C'est là où ça devient un peu compliqué parce que vous êtes sur un environnement où ça tourne sur un serveur. Ici, hein, je suis, une fois de plus, je suis dans le cloud. Ce que je veux, c'est pouvoir tester localement entre guillemets. Là, je me trompe quand je dis ça, mais ce que je veux pouvoir tester mon serveur. Et vous voyez, il me fait un proxy qui va me permettre en fait d'exécuter mon application. Donc, soit à partir du navigateur, et si vous faites la même chose côté web, vous allez avoir le port qui va être également ouvert ici sur le port 3000. Et je vais pouvoir y accéder de cette façon-là. De la même façon, ces URL-là sont sécurisées. C'est-à-dire que vous voyez, Authenticated, si j'essaye d'y accéder incognito, ça va bloquer. Donc, je teste mon application. Donc, normalement, si tout s'est bien passé, j'ai cette URL qui est apparue sur mon projet. Donc, c'est apparu sur mon projet, très bien. Donc, j'ai travaillé avec Codespaces, j'ai rien installé à part VS Code et encore j'aurais pu travailler directement dans le navigateur sans rien avoir à installer du tout. Maintenant, je suis dans le flow classique où je vais faire mon commit, mettre un commentaire, faire la pull request. Donc là, vous avez plusieurs façons de travailler. Vous pouvez travailler soit sur la ligne de commande, git add, git commit, etc. Ou alors par le biais de l'extension qui est ici, qui va vous permettre de choisir. Donc celle-là, j'ai ajouté le projet là. Je vais créer une pull request. La bonne pratique, quand vous travaillez sur un projet avec GitHub, créez des pull requests relativement tôt et faites des commits que vous poussez régulièrement. Ça permet aux autres développeurs de voir ce qui se passe. Ça vous permet d'avoir l'intégration continue qui se met en place et d'avoir une trace de tout ce qui se passe, quitte à faire un squash de tous les commits après quand vous avez terminé. Donc là, vous voyez ici, j'ai ma pull request qui a été créée dans mon IDE local. En bleu, c'est mon IDE local. Et si je retourne sur mon repo ici, alors je vais aller dans mon repo par ce biais-là. Donc là, il me demande est-ce que je veux rafraîchir le fetch automatiquement. Alors après, sur le niveau des commits, après le niveau des commits que vous allez avoir, ça va dépendre de comment vous êtes authentifié, soit à partir de votre clé, soit à partir de votre utilisateur. Dans ce cadre-là, en fait, il utilise un token interne pour te reconnaître, en fait, puisque tu es déjà authentifié sur GitHub. Donc il utilise un token qu'il va avoir pour cette session-là. La suggestion de code de Copilot, en fait, c'est Copilot regarde tous les projets open source, tous les repos qui sont publics dans GitHub. Et à partir de ça, essaye d'avoir une intelligence sur le code. Donc, si sur les 66 millions d'utilisateurs, on écrit tous la même fonction qui est de mauvaise qualité, peut-être que cette fonction viendra. Je ne sais pas si, en tout cas, je ne sais pas si dans l'intelligence qui a été mise derrière OpenAI, on regarde également la qualité du code. Donc, j'ai fait ma pull request. Normalement, j'ai fait ma pull request. Non, où j'en suis? Je suis perdu. De répondre à vouloir tout faire en même temps. Je vais retourner sur mon environnement de dev. Je vais regarder en VS Code. Si pourtant elle est là, c'est celle-là. OK.
Donc, je suis sur ma pull request et vous voyez automatiquement l'intégration continue a lieu. En fait, ce que j'appelle l'intégration continue dans ce cas-là, c'est que ça utilise GitHub Actions. Je ne sais pas si vous utilisez GitHub Actions, mais quand vous travaillez avec GitHub, bah, c'est du Git derrière. Donc, vous avez des hooks que vous pouvez connecter à toute plateforme d'intégration continue, du Jenkins, du CircleCI. Il y a également GitHub Actions. GitHub Actions, ça vous permet d'automatiser plein de choses. Et c'est plus que de la CI et c'est plus que de la CD, puisque vous allez pouvoir automatiser tout à partir de ça. C'est-à-dire que j'ai un exemple sur un autre repo où quand je fais une release dans GitHub, c'est-à-dire que quand je vais ici et que je crée une release ici, parce que vous pouvez créer, alors ça, ce que je peux faire par API derrière, mais si je crée une nouvelle release, bah, je vais créer un workflow qui va lui créer une image Docker et la pousser sur un GitHub, un registre GitHub. Donc si je reviens sur ma pull request qui est là, c'est là peut-être let's go. C'est bizarre, je ne comprends pas l'erreur. Bon. Donc j'ai ajouté, si je regarde mes fichiers, je vois ici que j'ai la modification de mon fichier. Quand je vais regarder, quand je vais travailler sur la partie revue de code, ben, je vais pouvoir proposer à certains développeurs de venir faire de la revue de code ou imposer la revue de code. C'est-à-dire selon la façon dont vous configurez vos repositories, vous pouvez mettre des branches protégées pour dire que sur telle branche, seul tel utilisateur, ben, ces utilisateurs doivent faire une revue, ou seul tel utilisateur peut faire des merges sur la branche ou des push sur la branche principale. Ce qui s'est passé en tâche de fond, là, c'est que j'ai plusieurs workflows qui ont tourné. Alors, je peux les voir ici, ou je peux les voir dans Action. Donc, dans Action, on va voir tous les différents workflows qui ont eu lieu. Donc, il y a 2 minutes, là, j'ai travaillé sur 2 choses. Il y a CodeQL, qui est l'analyse de code, dans lequel je reviendrai dans 1 minute. Et il y a la pure CI/CD. Dans le contexte de cette démo, bah, puisque l'idée, c'est je développe sur le cloud, je déploie sur le cloud, bah, mon application est testée, bah, buildée et testée. Je crée un container et ce container, je le mets dans un Kubernetes qui est sur le cloud. Donc, si je regarde ici ce qui s'est passé, c'est que j'ai une première étape qui est au niveau de la partie CI qui va être du NPM, donc NPM CI, NPM test. Pour l'exemple, je me suis amusé également à démarrer une base de données Redis, mais ça pourrait être une autre base de données si j'ai besoin pendant mes tests d'avoir une base de données. Donc là, je suis sur le fichier du workflow. Donc en fait, on appelle ça un workflow dans GitHub, la partie, l'intégration de plusieurs actions pour créer un pipeline d'intégration continue. Ça s'appelle un workflow, parce qu'en fait, on va avoir des workflows de validation pour d'autres choses. J'ai défini quand est-ce que ça a lieu. Quand je fais un push sur main ou pull request, définis des variables d'environnement. Je démarre à partir de ce qu'on appelle un service au sein de GitHub Actions, c'est que je vais démarrer un service, attendre que ce service soit up, et donc j'utilise pour ça l'image Redis qui vient de Docker Hub, et j'attends de voir si je peux faire le ping de cette commande, et une fois que ça c'est fait, je passe à l'étape suivante, et j'ai ouvert, alors je n'utilise pas Redis dans la démonstration, mais c'est pour vous montrer le principe, c'est que je peux maintenant lancer mes tests, et mes tests, s'ils avaient eu besoin de Redis, auraient eu une base de données, et une vraie base de données, c'est un mix entre des tests d'intégration et des tests unitaires. Et une fois que ça c'est fait, ben, je passe à l'étape suivante qui est, je vais créer l'image et la pousser sur les registres. Alors là, je récupère le code et je fais un Docker login et un Docker push. Alors vous voyez la façon dont c'est fait, c'est l'assemblage de plusieurs étapes, de plusieurs jobs, et dans les jobs, il y a plusieurs étapes. C'est ce qu'on voit graphiquement. Donc, un premier job, un deuxième job, troisième job, 3 étapes, 3 jobs en parallèle. Ceux-là ne sont pas passés, je vous expliquerai dans une seconde pourquoi. Donc, j'ai toute l'étape qui a lieu. En fait, quand on fait ça, on fait un puzzle de différentes actions. Si vous voyez ici, j'utilise l'action pour check out du code. J'utilise l'action pour récupérer le SHA-1 du code en cours. J'utilise une action qui s'appelle Docker Login. Et en fait, ça vient de la marketplace GitHub, ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être simplement référencé à un repo public que vous avez à disposition. Mais si je regardais tout ce qui était lié à Docker,
vous allez avoir dans les actions ici Docker logging, Docker setup build, et vous avez le Docker push que j'ai utilisé, que je ne retrouve pas. Pas celui-là, parce que normalement c'est celui de Docker, mais si je veux prendre... vous pouvez créer un Docker BuildX pour optimiser, pour faire du build. Donc vous voyez, j'assemble des actions, et en fait tout ça, toutes les actions, sont des projets qui sont open source. C'est-à-dire que si vous voulez trouver le projet, il est là. C'est soit du JavaScript, soit des containers. Donc, vous pouvez développer vos propres actions également pour intégrer et enrichir les workflows. Donc, si je retourne dans la partie intégration continue, je me suis perdu dans mes... Voilà. Donc, si je retourne sur la vue d'ensemble, ce qui s'est passé, c'est que j'ai poussé sur le container registry, et j'ai déployé. Quel container registry j'ai utilisé? Si je regarde ici, le container registry que j'ai utilisé GHCR, GitHub Container Registry. C'est-à-dire que si vous avez grcr.io, comme je vous ai dit, moi j'ai utilisé toute la stack GitHub, mais vous pourriez utiliser le Docker Hub, vous pourriez utiliser Artifactory ou un autre outil, un autre repository. Registry. Si je vais ici, dans mon projet, dans mon organisation, au niveau des packages, vous voyez le REST Services. Et le REST Services, je viens de le publier il y a quelques minutes, automatiquement à partir de mon workflow. Et l'étape suivante, ça a été de le déployer dans Azure. Si je vais dans mon Azure, et je vous montrerai comment ça a été fait, pas dans Azure, dans Kubernetes. En fait, c'est un Kubernetes sur Azure. Je vais sur le namespace de développement. Si je vais sur le namespace de développement et que j'accède à API.users, j'ai bien ma nouvelle API qui a été faite publique. Si je vais sur la prod, le service tourne, mais API/user n'est pas encore là. Donc, l'étape suivante, ça va être de faire la merge request, faire le déploiement continu sur la prod, mais avant ça, logiquement, il faut travailler sur une revue de code avec une autre personne. Et au niveau du workflow, les workflows sont situés vous avez vu le dev container pour configurer vos environnements de développement, GitHub pour les workflows de validation. Donc, si je regarde dans Build et Deploy ici, la fin du workflow, c'est je récupère mes credentials qui sont un secret, donc c'est caché dans l'environnement GitHub, c'est un secret qui est caché. Je récupère la connexion pour me connecter à Kubernetes, et mon cube, après j'ai juste à faire un apply du déploiement pour déployer le cube. Donc, ça pourrait être n'importe quel cube, un cube que vous avez chez vous avec un runner local, ça peut être un cube sur un autre provider, ça peut être un OpenShift qui tourne ailleurs. C'est vraiment là, cette partie-là n'est pas très importante, c'est juste vraiment pour vous montrer qu'il y a toutes les étapes qui sont nécessaires. Quand je vais faire la revue de code, généralement, je vais demander à un autre utilisateur de le faire. Donc, je me suis connecté avec Safari, donc vous voyez en black, là, en noir, avec un autre utilisateur qui va avoir accédé au projet. Et normalement, on lui a demandé de faire la revue sur ce code. Quand on fait de la revue sur le code, il y a plusieurs façons de travailler. Et une façon assez sympa, c'est de pouvoir commencer à suggérer des modifications pour simplifier le développement. Donc, c'est là, je suis dans mon éditeur de code local au sein de la pull request. Et par exemple, je peux faire une suggestion de code. Ah. J'aurais aimé faire une suggestion de code. Ah, c'est marrant. La dernière fois. Bon, bah, je ne vais pas faire de suggestion de code. Je ne sais pas pourquoi il ne le prend pas cette fois. C'est marrant. Donc, je fais un commentaire. La personne fait quand je fais une suggestion de code, la personne n'a pas besoin, elle peut committer directement ce code sans avoir besoin de faire tout le checkout, etc. Mais l'idée étant que maintenant, je vais demander une modification au développeur. Le développeur va faire
Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai fait une demande de changement. Moi, en tant que développeur, si je retourne sur ma pull request ici, je vais voir, donc en blanc, là, c'est l'auteur. Donc, je vois qu'il y a une modification qui a été demandée. Alors, je peux retourner dans mon CodeSpaces sur lequel je suis en train de travailler. Et de la même façon, bah, je vais créer une fonction get password. Donc, je lui dis de me retourner une chaîne de caractères. Donc, je vois dans l'éditeur la pull request, la demande de la pull request qui a été demandée, et je vais le rajouter ici. Donc, normalement, si tout s'est bien passé, quand je vais appeler la méthode, quand je vais relancer mon application, maintenant, on devrait se retrouver avec un password qui est généré dynamiquement. Donc, vous voyez ici le mot de passe, si je rafraîchis, il est bien généré à chaque requête. Je ne vous ai pas dit que je faisais une application très intelligente. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai modifié ma pull request, donc je suis prêt à recommiter, à rajouter ce commit-là à ma pull request. Hop, voilà. Add random. Push. Donc, j'ai la modification qui a été faite. Sur cette partie-là, je reviendrai sur les vulnérabilités qu'on voit ici dans une seconde. Parce que là, justement, ce que je vais vous montrer, c'est la partie sécurité. Je travaille sur du code, je modifie du code, je fais la collaboration avec mes utilisateurs, avec d'autres développeurs, j'ai la pull request qui est commentée, j'ai l'intégration continue qui tourne. Donc là, ça c'est fait. Donc on voit le deuxième commit arriver ici et la partie CI et la partie CD à redémarrer puisque j'ai refait un commit sur la même pull request. Dans d'autres démonstrations, en fait, ce que je fais, c'est qu'au niveau de la pull request, quand je démarre une pull request, je crée un environnement complet de développement. C'est-à-dire que là, je suis dans un namespace qui s'appelle développement, mais ça veut dire que si j'ai plusieurs pull requests, je vais déployer au même endroit. Vous pouvez créer un namespace dans votre serveur Kube qui correspond à la pull request sur laquelle vous travaillez. Et quand vous fermez la pull request, soit parce que vous la fermez, soit parce que vous la mergez, vous effacez le namespace automatiquement. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est la partie code QL, c'est-à-dire que ce qui se passe actuellement derrière, c'est que mon code est analysé par un analyseur de code statique pour vérifier si j'ai des failles dans mon code. C'est vraiment là dans le code que moi j'ai écrit. Si je vais sur la partie action, je vois ici qu'il y a code QL qui tourne. Je vais vous montrer le fichier. Le fichier utilise la même logique. Chaque fois que je fais un push sur une pull request qui dépend de main ou sur main, et une fois par semaine, je vais exécuter ce code-là. En utilisant le langage JavaScript, c'est parce que j'ai reconnu le JavaScript, je vais utiliser une technologie qui s'appelle CodeQL. CodeQL, c'est l'outil d'analyse statique de code de GitHub et qui regarde votre code par rapport à une base de données de vulnérabilité, va faire un rapport pour dire attention, vous avez des failles dans votre code. Et à la fin, créer un rapport qui va être publié dans l'analyse et publié au niveau de la pull request. Si je retourne sur la pull request et sur l'intégration continue, vous voyez, elle est rouge là, maintenant elle est passée en rouge, parce qu'en fait, ça a bloqué. C'est-à-dire qu'ici, ça a bloqué parce que sur cette partie-là, j'ai une faille de sécurité qui est haute sévérité. Cette faille de sécurité, c'est l'utilisation d'un random. Donc, c'est-à-dire que si je vais en détail ici, je vais avoir des informations sur la sécurité. J'ai plusieurs façons de le voir. C'est soit je vais dans ce rapport-là à partir des checks qui ont lieu sur mon intégration continue, mais j'aime aussi voir cette approche qui, au moment où je fais la revue de code, quelqu'un va voir cette partie-là et va voir à quel moment
la faille de sécurité est arrivée dans le code et aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour fixer. C'est-à-dire à quel moment c'est arrivé, quel est le chemin pour arriver à ce problème, pour me dire est-ce que effectivement c'est un problème que je dois fixer tout de suite ou pas, mais également quand est-ce que c'est arrivé, dans quel pull request, dans quel merge, et donner une explication sur ce qu'il faut faire. J'ai une autre requête, j'ai une autre pull request qui parle peut-être plus en termes de security. Hop. Si j'ai ici, en utilisant la même approche, hein, j'ai généré du code, j'ai écrit du code. Dans la revue de code, à un moment, vous avez une alerte qui arrive ici. Je regarde cette alerte. Et sur cette alerte, je vais voir que c'est un risque d'injection SQL avec une explication. Alors, pour ceux qui font du Java, donc comment j'ai fait la concaténation de chaînes de caractères, qui n'est pas une bonne idée, parce qu'il y a effectivement un risque de pouvoir injecter du SQL. Il est préférable de faire un prepare statement ou il est préférable d'utiliser Hibernate ou JPA. Là j'utilise Spring Template et j'ai programmé comme un cochon. Mais vous voyez, vous avez au niveau du code la sécurité. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on veut éviter ou ce qu'on cherche à faire dans ce cas-là, c'est mettre au sein de l'équipe du développement, au moment où vous faites votre revue de code, au moment où vous travaillez sur la revue de code dans GitHub, vous avez des alertes autour de la sécurité. Pas quelque part un rapport qui va passer après, une fois que vous avez déjà fait tout le travail et qui va vous demander de revenir sur ce code pour le fixer. Et en fait, le principe de la technologie qu'on utilise, qui s'appelle CodeQL, en fait, c'est un projet open source. Le runtime n'est pas open source, mais toutes les requêtes qu'on utilise sont des requêtes open source qui sont disponibles dans le projet GitHub/CodeQL. Et vous avez 2000 requêtes qui s'enrichissent régulièrement avec des nouvelles failles de sécurité ou de l'amélioration sur les détails des rapports, etc. Quand vous mettez en place la sécurité sur votre projet, vous pouvez, si je vais sur mon projet, si je retourne sur mon projet REST Services, dans la partie Security, je vais pouvoir ajouter des outils de scanning. Et en fait, dans les outils de scanning, vous avez CodeQL, c'est celui que je vous montre, mais vous en avez d'autres. C'est-à-dire que si vous voulez, qui proviennent souvent de projets open source, c'est-à-dire que si vous voulez analyser votre infrastructure as code, donc du Terraform ou du kubesec, vous allez utiliser pareil des actions, ou même vos images Docker, si vous voulez analyser vos images des containers, vérifier si vous avez des failles de sécurité à l'intérieur, vous allez utiliser des outils qui vont reporter au niveau de la pull request et au niveau de la plateforme de sécurité pour le développeur des informations. Et c'est d'ailleurs, je crois que si je retourne sur Redis, github.com, en fait, ces fonctionnalités de scan sur les projets open source, sur tous les repos publics sont gratuits. Et si je vais sur Redis et que je vais sur Security, en fait, il y a des codes scanning. Donc, CodeQL est utilisé pour chercher, pour récupérer, hop, faut que j'aille sur la partie rapport, pour analyser le code à chaque, hop, je cherche la branche, unstable. Pourquoi je ne la trouve pas, la branche unstable? Voilà. Je ne trouve pas les alertes. Bizarre. Ah ouais, ils ont peut-être fermé en fait. Donc vous allez avoir des failles de sécurité qui sont remontées, taguées en fonction des utilisateurs ou fixées sur différentes pull requests. Donc ça permet de sécuriser votre code. Alors pourquoi c'est important de sécuriser votre code? On le sait tous, c'est pour éviter de voir d'introduire des failles de sécurité. Et quand vous introduisez une faille de sécurité dans une librairie que vous partagez avec les autres, ce que vous allez devoir faire, c'est alerter les communautés qui vous utilisent que les librairies ont une faille de sécurité, d'où l'importance de mettre en place des Pandabot, ce que vous connaissez peut-être. Des Pandabot est un outil qui est disponible sur GitHub qui va analyser vos dépendances de projet tous les jours ou vous choisissez quand vous voulez l'exécuter sur vos projets et va regarder vos dépendances. Et si on trouve des failles de sécurité, on va vous créer des alertes comme ça. Alors, c'est quelque chose que vous configurez sur vos repos. On n'est pas obligé de le mettre en place. Mais si vous voulez le mettre en place, vous allez en sécurité analysis et vous choisissez d'avoir les alertes de sécurité ou les updates, les mises à jour sur vos dépendances. Et ce que fait GitHub pour faciliter le travail, c'est quand on trouve une dépendance, une alerte,
Si vous êtes une personne qui maintient le projet ou admin du projet, vous voyez cette alerte. Un utilisateur, un développeur lambda ne va pas voir cette partie-là. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas montrer à la communauté sur laquelle vous travaillez que vous avez une faille de sécurité qui est possible. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui sont responsables de la maintenance du projet. Vous allez voir cette alerte-là. Une fois de plus, va vous donner les détails sur quel est le problème, le niveau de sécurité. Mais en plus, GitHub crée une pull request pour vous. En fait, celle-là, elle est fermée puisqu'en fait, depuis que cette dépendance a été trouvée, il y a une nouvelle version de JUnit qui est arrivée, qui est la 13.2. Donc, en fait, ça me propose directement la dernière version. Et toute l'intégration continue a eu lieu. Le test d'intégration a eu lieu. Ça s'est exécuté comme une pull request normale pour vérifier et me permettre de fixer ce problème très tôt. Vous pouvez également utiliser GitHub si vous avez trouvé une faille de sécurité dans votre code. Utilisez la partie security pour créer une alerte de sécurité pour le projet qui sera ensuite publié dans les bases de données CVE, etc. pour pouvoir permettre aux gens de maintenir à jour leur projet. Donc, une fois que j'ai terminé mon développement, que j'ai fixé mes problèmes de sécurité, je vais faire le merge de ma pull request. Là, j'ai parlé plutôt que fixer le bug de sécurité. Donc, je vais laisser le code de sécurité aller en prod avec mon code aller en prod avec ce petit problème de sécurité. Et je vais faire un merge la pull request. En fait, j'ai le droit de le faire et de forcer parce que je suis administrateur du projet. Et donc là, je vais merger le projet. L'intégration continue va avoir de nouveau lieu sur la branche principale. Et dans mon cas, je vais déployer dans un environnement de staging de façon automatique. Donc, je déploie sur un Kubernetes de façon automatique, mais dans un open space. Et je vais déployer avec une validation manuelle en production. Alors ça, c'est une option. On essaye de faire de plus en plus de choses automatiquement, sans opération manuelle. Donc, si je retourne sur mon runtime, sur mes actions, je me retrouve bien avec l'environnement qui va s'exécuter et qui va tourner ici. Alors, ce que je voulais vous montrer en parallèle, c'était si vous prenez un projet open source, si je le retrouve, Quarkus ici, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si je veux utiliser Quarkus et démarrer un projet, je peux faire la même chose, c'est-à-dire que je peux démarrer un nouveau workspace. J'en ai déjà démarré un tout à l'heure pour télécharger toutes les dépendances, redémarrer mon projet de développement et contribuer à un projet open source sans rien avoir à installer, juste en démarrant en quelques clics. Et sur ce projet-là, si je retourne sur le projet, vous voyez, il n'y a pas de dev container, il n'y a pas de définition du dev container. Donc là, il va utiliser un conteneur par défaut en trouvant de quoi il a besoin. Donc, il sait que c'est un projet Java parce qu'il y a du POM, etc. Donc, il va l'installer. Mais par contre, je pourrais proposer à… Il est où? Voilà, c'est ici. Je suis dans mon projet. Donc, si je fais un MVN test, les tests devraient tourner. Et je peux modifier le code, etc. Mais en fait, si je voulais préparer le travail pour que les autres contributeurs, ça passe pas. Il doit avoir c'est le test que j'ai fait tout à l'heure. J'ai introduit un bug volontairement. Je voulais vous montrer ça. C'est ici j'ai fait volontairement. J'ai changé un test quelque part pour casser quelque chose. Mais ce que je voulais vous montrer là, c'était plus si je voulais créer un fichier de configuration pour permettre à mes autres développeurs ou à des nouveaux développeurs de contribuer. Je vais utiliser un raccourci Add Development Container. Je vais chercher les développeurs qui correspondent à Java. Hop. Java. Je vais prendre Java 11. Et après, je vais installer Maven dans ce container. Et là, ça va me créer, vous voyez la petite structure ici, le devcontainer.json avec les différentes configurations, le Dockerfile qui va bien pour préparer le travail. Donc, je vais pouvoir configurer mon environnement de développement. Si je propose cette pull request à la communauté Quarkus, les développeurs suivants, alors il faudrait que je teste bien, que ça fonctionne convenablement, que je puisse lancer tous les tests, etc. Mais comme ça, je mets à disposition de la communauté Quarkus un environnement de développement qu'ils peuvent utiliser très, très rapidement pour contribuer à leur projet.
tous les containers, vous avez beaucoup de containers qui sont disponibles sur la communauté VS Code pour vous permettre de démarrer sans avoir besoin de quoi que ce soit. Donc, vous pouvez vous servir de ces containers en fonction des langages de programmation que vous voulez utiliser, etc. Ils sont directement mis à disposition, mais vous pouvez bien entendu créer votre propre container pour le développeur. Si tout s'est bien passé, vous voyez ici, j'ai mon workflow, j'ai poussé l'image, je n'ai pas déployé en développement parce que mon test, c'est si je suis sur main, je vais en staging et en prod. En staging, j'ai un déploiement automatique. Pardon. Donc, si je vais sur mon environnement de staging ici, normalement, ma nouvelle API est disponible. Donc là, je fais mon test fonctionnel, ça marche, ça a bien mon random qui est généré, etc. Je suis content. En développement, c'est pareil, j'ai la nouvelle version qui a été déployée. Et en production, c'est toujours pas déployé. En fait, ce que j'ai mis en place ici, c'est juste un workflow un peu particulier où je demande une validation manuelle, vous voyez ici, intégrale, à demander de faire un déploiement, soit l'équipe DevOps du TubeDual, moi, parce que je me suis mis comme administrateur pour pas avoir à me déconnecter, mais soit quelqu'un de DevOps va dire je suis OK, je vais approuver ce déploiement et je vais passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante va déployer sur Kubernetes et je vais avoir ici, dans le workflow, qu'est-ce qui s'est passé, qui a approuvé et à quel moment. Et si je regarde ce que j'ai dû faire pour ça, en fait, j'ai créé ce qu'on appelle des environnements dans GitHub. Et les environnements, j'ai défini que l'environnement de production ne peut recevoir du code que de la branche principale, qui est protégée, et je veux que ça soit revu et un approval d'une personne ou d'une équipe. Là, j'ai mis une équipe qui s'appelle DevOps dans ma validation. Donc, vous allez vraiment pouvoir tout faire à partir dans votre environnement cloud, y compris le déploiement, et utiliser toute la marketplace en termes d'action pour faire des workflows qui sont très, très riches. Copilot, alors parmi tout ce que je vous ai montré, donc une nouvelle façon de gérer les issues, donc ça c'est en bêta, normalement vous devriez pouvoir commencer à le voir sur vos comptes. GitHub Codespaces, c'est public pour les gens qui ont une version Teams, c'est-à-dire une version payante de GitHub et une version Enterprise. Je ne sais pas quelle est il n'y a pas aujourd'hui de stratégie pour les communautés open source, etc. pour Codespaces, à ma connaissance. Parce qu'en fait, là, on consomme beaucoup de CPU pour faire tourner ça. Je vous ai montré comment créer des actions, automatiser des choses, y compris pour déployer et utiliser des packages qui sont, vous voyez, j'ai déployé un container et NPM. Donc, vous pouvez mettre vos artefacts Maven, etc., si vous n'avez pas d'outils pour le faire, en privé ou en public. Et j'ai également utilisé une action pour faire du code scanning. Le code scanning vous permet d'analyser votre code. Et ça, sur tous les repos publics, vous pouvez l'activer. Donc, si vous avez des librairies, des API et des choses comme ça, regardez, activez-le. C'est très, très simple. C'est en quelques clics, vous allez mettre un workflow. Et comme il n'y a pas de limite de consommation sur les projets open source, vous allez pouvoir mettre vous allez pouvoir utiliser GitHub Action et GitHub Security, Advanced Security avec le code scanning. N'hésitez pas parce que ça va vous permettre de faire des librairies qui sont normalement mieux sécurisées, et y compris intégrer les outils tiers pour le scan. Est-ce que vous avez des questions? Hop. Du coup, je m'introduis sur scène. Effectivement, on a à la fin. J'ai demandé s'il y avait des petites questions dans le chat. Je ne sais pas si tu as accès. Si, ouais, je vois. Ouais. J'ai vu une petite question sur d'où vient la suggestion de code de Copilot. En fait, comme je le disais, la suggestion de Copilot vient des projets open source. C'est-à-dire qu'en fait, les projets qui sont publics sur GitHub sont utilisés comme source pour créer un modèle. Et après, Copilot aussi, plus vous l'utilisez, il utilise aussi votre habitude de travailler. C'est-à-dire que quand vous allez avoir... C'est pour ça qu'à force de faire la démo sur Get All Users, à la fin, je pense que je vais avoir à taper que 4 mots et il va me créer la méthode complète.
mais il s'enrichit également de cette façon-là. Et la raison pour laquelle je vous disais que dans la partie, c'est disponible que sur le cloud, c'est qu'il y a tout le management des containers, de la sécurité, etc. Donc, pour l'instant, on n'a pas de plan. C'est prévu sur la roadmap, mais il n'y a pas de date pour faire tourner ça en interne également dans vos data centers. Par contre, les actions, c'est-à-dire que ce qui tourne derrière ça, même si votre repository est sur le cloud, vous pouvez avoir des runners locaux dans votre IT. C'est-à-dire que, alors là, je ne l'ai pas montré parce que j'ai changé de box et j'ai oublié de la connecter. C'est une nanolith, la lampe qui est derrière mon bureau là. Et souvent, je fais une petite action qui va allumer ma nanolith pour montrer une connexion au réseau local à partir d'une action qui est sur le cloud. Et dans ce cas-là, les self-hosted runners, on appelle ça des runners qui tournent localement, se connectent à GitHub en HTTP et attendent de savoir s'ils ont quelque chose à faire, et s'il y a quelque chose à faire, on s'exécute. Alors, est-ce qu'il reste une dernière question ou pas? Ah, on a une. Quel est le modèle de pricing de CodeSpace pour un développeur lambda? Ça revient cher en interrogation. Alors, cher, c'est vraiment, ça dépend de, c'est-à-dire si tu regardes à la puissance de la machine, c'est pas cher. CodeSpace is pricing. C'est pas ça. La façon dont ça fonctionne, c'est que ça va être, les prix sont publics et c'est vraiment basé à l'heure sur la puissance de ta machine. Il faut t'enregistrer sur un plan Teams, donc il faut payer par mois un premier prix. Alors ça, je ne connais pas le prix. Et après, c'est ce prix-là qui sera facturé. Okay. Sachant que le nombre de minutes sur les repos privés aussi évolue en fonction du plan que tu as. Okay. Ce qui est pas mal, en fait, quelquefois, c'est moi j'ai discuté avec une banque, en fait, justement, où ce qui est intéressant, c'est que pour certains développeurs, ça leur permet d'avoir des machines plus grosses pour faire certaines choses. Et quand je dis une machine plus grosse, c'est pas nécessairement 32 cœurs, etc. Mais c'est aussi le fait que c'est une machine qui est dédiée à ça. Si vous avez une machine Windows sur laquelle vous avez un antivirus, vous avez tel service qui tourne, etc., vous perdez une partie de la puissance de votre machine, tandis que là, elle est vraiment dédiée à exécuter votre environnement de développement. Ok, top. Est-ce qu'on est arrivé à la fin du temps? Voilà. Est-ce que tu as un dernier petit mot ou pas? Non. Non, merci beaucoup. Si vous avez des questions, tegral@github.com. Ok, bah parfait. Merci à tous et je fais un petit rappel sur Open Feedback pour laisser des petits commentaires et des petits feedbacks sur la conférence. Et merci à toi de ton passage à la conférence. Et ouais, à tout à l'heure pour l'apéro, sans problème. Allez, bonne journée à tous.